On va parler de la suralimentation, du grignotage, de la compensation d'aliments, des excès et ce qui fait que, en fait, on prend moins l'alimentation pour, nourrir les cellules que pour compenser, d'autres éléments dans nos vies. Pourquoi on mange trop? Pourquoi on mange autant? Pourquoi on mange de manière répétée? Puis, de manière globale, pourquoi on mange? Alors j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, en juillet, 2019, qui s'appelait «De quoi ai-je faim?» et là je parlais plutôt de qu'est-ce qui nous nourrit? Et ben là on va plutôt aborder qu'est-ce qui nous remplit, ce qui est autre chose. On est en rapport avec l'alimentation avec plusieurs influences. Une influence, familiale, c'est-à-dire qu'on va répercuter souvent ce qu'on nous a appris, voire imposé, pas en force, hein, c'est simplement, ben, on mange ce qu'il y a dans la gamelle. Et puis il y a tout ce côté, transmission. Il y a un volet aussi social, c'est vrai qu'on va pas manger la même chose selon qu'on vient de tel ou tel milieu social. D'ailleurs, on le voit avec certains clichés, le bio, c'est pour les bobos, c'est pour les plus riches, et puis les patates, c'est pour les pauvres, les pâtes aussi, bref. Et puis il y a encore, même aliment, on peut décliner selon qu'on soit dans le rayon à vue, dans le supermarché ou dans le rayon en bas, ça ne sera pas la même qualité. Il y a une influence également culturelle. On va dire qu'on mange tard dans certains endroits, on prend du petit déjeuner salé à un autre. On va pas prendre de petit déjeuner ou on va faire repas dans une autre partie du club. Bref, quand on dit: «J'ai choisi de manger» ou «Je mange cela», le «je», il a très peu de place au final. Il y a beaucoup de déterminisme. Familial, social, culturel et puis contextuel. Ça va dépendre des époques aussi. Sur une période d'effervescence économique où il y a beaucoup d'afflux, d'importation de nourriture, on va manger différemment. C'est-à-dire que l'ananas, la mangue, la papaye, qu'on trouve partout à grands frais ou dans les supermarchés, il y a 2 générations de cela, c'était extrêmement rare. Donc ce «je mange», il est très contextuel, très déterminé. Les horaires des repas aussi sont déterminés par l'horloge, rarement par l'horloge biologique. Alors ça va être l'horloge familiale, ça va être l'horloge du travail, bah, j'ai une pause de 12h30 à 13h15, c'est le créneau qui m'est alloué où j'ai le droit d'avoir faim, où je peux manger. Et où je peux manger quoi? Ben, soit la nourriture de la cantine, que je ne choisis pas, soit si je choisis, il n'y a qu'un micro-ondes, donc je peux juste me faire réchauffer au micro-ondes ou emmener cru. Donc là aussi, je n'exprime pas un libre arbitre en fonction de la qualité, voire de la quantité, parce que la cantine me limite, et puis non plus de l'horaire. Donc peut-être que j'ai pas faim à ce moment-là. Peut-être que ma faim viendra à 14h, ou peut-être que j'avais faim à 11h, mais je suis tenu par cela. Donc je mange par mimétisme horaire ou par reproduction contextuelle et environnementale. Imaginons que je rentre du travail justement et que j'ai eu un coup de stress. Je me suis pris la tête avec un collègue ou alors j'ai eu une réprimande de mon supérieur hiérarchique, celui qui contrôle l'horloge. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller dans un placard, le deuxième, celui qui est un peu en haut, je vais l'ouvrir et je vais trouver du chocolat sucré ou des bonbons, ou je serais passé, à la pâtisserie pour prendre quelques viennoiseries avant et le sucre me fera énormément de bien. Il va m'apaiser. Il va me permettre de diluer cette émotion. Il va m'anesthésier un petit peu. Bien sûr, je vais pas travailler sur elle, ça va pas me développer magiquement des réponses sur le pourquoi de cette querelle, ça va pas m'apporter une autre perspective, heu, sur la discussion véhémente que j'aurais pu avoir avec le collègue ou le patron, mais ça va me faire du bien. Symptomatiquement. Ça réglera rien, mais je serai bien. Ça sera un circuit un petit peu de récompense, mais celui qu'on entretient depuis qu'on est tout petit. «Attends mon petit, je vais passer la fraise, hein, chez le dentiste, ça va faire mal, mais tu as été sage, tu auras une sucette». Puis en même temps, je fidélise aussi le client.
Et donc ça, voilà, il y a quelque chose, mais c'est ce qu'on fait avec le chien. Il fait un effort, bon chien-chien, voilà ce sucre. Dans 3 ans, la cataracte, mais bon chien-chien. Et donc ce circuit de récompense-là, il est défini depuis tout petit. Il y a un bobo, il y a un traumatisme, une petite sucrerie va atténuer. C'est tellement agréable le sucre. Donc ça vient faire partie de nous. C'est en nous. J'ai une peine, j'ai une difficulté, j'ai fait un effort, j'ai bien mérité une petite dose de sucre anesthésiante. Je vais m'altérer. Donc c'est une drogue socialement très acceptable. C'est-à-dire l'alcool, il y a des préjugés. Le cannabis, les anxiolytiques, il y a des préjugés. Mais le sucre peut être un fin gourmet, un esthète de la pâtisserie et de la chocolaterie. Ça peut être magnifique, ça peut être superbe. Et on peut même le partager, ça peut être socialement très sympathique. Et donc, avec ce sucre, mais globalement cette nourriture, parce que d'autres, ça seront les chips, ça pourra être les gâteaux apéritifs, ou d'autres préparations. Je vais occuper mon estomac, je vais divertir mon attention, et je vais me remplir pour ne pas me poser les questions essentielles et combler un espace qui n'est pas rempli de nourriture subtile. Qu'est-ce que c'est que la nourriture subtile? C'est tout ce qui nous fait vibrer immatériellement et qui nous élève. Ça peut être l'art, c'est-à-dire la lecture, la musique, la peinture, la danse, bref, des choses variables. Ça peut être la relation avec la nature, d'être dans la contemplation. Ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être à se laisser divaguer au niveau des pensées, des choses qu'on ne juge pas productives, rentables, qu'on juge aujourd'hui non essentielles, mais qui sont un essentiel, c'est-à-dire qui constituent notre essence. Qu'est-ce qui me caractérise de ce tapis? Ma capacité à réfléchir, à conceptualiser, à philosopher et à chercher une élévation permanente. Parce que je sais que ça participe à mon mieux-être. Alors dès qu'on commence à tenter de se nourrir d'essentiel, on se rend compte qu'on a beaucoup de vrais, ou de véritables, ou d'authentiques non essentiels. C'est-à-dire beaucoup de choses matérielles, beaucoup de choses futiles, beaucoup de choses fugaces. Et donc, eh bien, c'est pas agréable. Donc c'est là où je parle d'anesthésiant et on va se remplir. Et si on ne trouve pas la paix dans l'esprit et le développement de l'esprit, on va revenir à la lourdeur, à la pesanteur du corps et on va se plomber l'estomac. C'est ce qui se produit beaucoup, le soir notamment. Je peux être diverti la journée, au travail, avec les collègues, aller faire des séances dehors, mais le soir, tout s'éteint un petit peu, tout se calme, donc on est seul avec nos pensées. Donc si je me leste bien l'estomac, je reviens, boum, dans une grosse pesanteur, et là j'ai pas cette opportunité d'aller en profondeur. Je suis coupé, je me coupe volontairement de ces sensations-là, je ne les laisse pas émerger, et si j'y associe la télévision, je peux poursuivre l'anesthésie jusqu'au bout, jusqu'à l'endormissement léthargique, où la télécommande me tombe des mains. Et là j'ai gagné, je suis sauvé, au moins pour une nuit, et je peux reprendre le chemin le lendemain. On pourrait dire, c'est un peu sombre ce que tu nous racontes, c'est noir comme tableau. Mais je suis sûr que ça parle un petit peu à chacun de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles, entre guillemets, à confronter, puis il y a d'autres choses où on se dit, c'est un vrai sac de nœuds, par où je commence? Et les opportunités de s'occuper de soi, eh ben, authentiquement, elles ne sont pas si nombreuses dans le quotidien, en fait. On est plutôt divertis, alpagués par autre chose, de manière très matérielle, très consumériste. Et on valorise tellement l'alimentation, et peu l'essentiel qu'on qualifie de non essentiel, que c'est compliqué. La simple question de dire le matin, est-ce que j'ai faim avant de manger?
Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on se la pose véritablement? On mange par réflexe, on mange parce qu'on nous a dit: «Il faut que tu manges parce que sinon, sinon quoi?» Bah tu vois bien, hypoglycémie. Ah bon? Tiens donc, tu vas avoir un coup de barre, tu pourras pas réfléchir, tu pourras pas travailler et puis si tu manges pas à midi, cet après-midi quoi? Eh, quand même! Ah bon? Puis le goûter, c'est important pour les enfants. Ah bon, pourquoi? Il faut qu'ils prennent des forces. Ah? Et puis le travailleur de force, lui, qui prend pas de goûter, comment il fait? Ah mais c'est pas pareil. Puis prendre des forces avec, du pain blanc et du chocolat en poudre, prends pas. Pas des forces ça. Ça occupe, ça divertit et des gens se disent même, «Si on faisait un repas sans manger, qu'est-ce qu'on va se dire?» Alors que là, on est réunis, on mange pas, on a plein de choses à se raconter. Un peu plus essentielles, parce qu'on est obligé d'être dans l'essence. Il y a pas de fuite possible, il y a pas de contournement, il y a pas de distraction possible. On pourrait en créer. Il y aura une autre teneur, il y aura un autre contenu aux échanges. Alors, c'est pas de dire il faut vivre comme un ascète, il faut pas être, en fuite de tout plaisir, c'est pas ça. C'est de dire le plaisir systématique, borné 4 fois par jour, ça semble un peu trop. C'est comme de dire le dessert. L'autre fois, mon fils me dit: «Il y a pas de dessert?» Je dis: «Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai jamais parlé de ce mot-là. Il y a pas de mot dessert à la maison. Qu'est-ce que tu me racontes, dessert?» Il a vu du traîner je sais pas où, dans quelque endroit mal famé, mal affamé. Je lui dis: «Qu'est-ce que c'est que ce rituel-là de finir un repas par un dessert? Qu'est-ce que c'est que ça?» La publicité a bien fait son travail, hein. Je veux bien regarder ce qu'on qualifie de dessert, il y a rien dedans. Du sucre et du sucre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dessert avant, c'était une fois par semaine, le dimanche, un bon gâteau en famille, ça c'est le plaisir. Ah! Voilà. Mais là, le dessert le matin au petit-déj, le dessert au goûter de matin, le dessert après le plat du midi, le dessert au goûter, le dessert le soir. 5 desserts. Ça va aller? C'est assez? 30 desserts par semaine, on va s'en sortir, c'est bon au niveau du plaisir? On jouit assez au niveau du palais? Ah, il en faut encore un peu plus. 1 heure après le repas, hop, et avoir un petit carré de chocolat. Pas beaucoup, un. Qu'est-ce que bon, j'en ai pris un aussi avant de manger, mais c'était pendant que je cuisinais, donc 2. Puis vu que j'ai regardé après la série, sur Netflix, j'en ai rep un 3e et un 4e, mais c'est pas grand-chose. C'est pas de juger ce comportement-là, c'est juste d'observer, de se dire: «Est-ce que ça paraît correct?» Et surtout, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache cette suralimentation? Cet excès alimentaire et cet excès de plaisir alimentaire. On rappelle la fonction première de l'aliment, c'est la nutrition cellulaire. C'est le carburant du corps. Or maintenant, on raisonne plus du tout en termes de carburant. On s'en fout des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes, de la qualité protéique, de la variété des acides gras, du type de glucides, on s'en moque. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait plaisir? Et après, on pourrait dire: est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est pratique? Et surtout, est-ce qu'on sent le point de satiété? Quelle est la dernière fois où vous avez senti le point de satiété? Combien de fois vous avez senti le point de satiété dans votre vie? Là, la moyenne d'âge, on va dire, est gentil, hein, 45 ans. Gentil? 45 ans. 45 ans. On va se dire: «Bon, allez, on va dire 1000 repas par an». Gentil. 1000 fois 45 000 repas. Sur 45 000 repas, combien de fois la satiété? 2 fois? 3 fois? Ne se prononce pas. Joker Jean-Pierre? Ah, on peut faire ce constat, on dit: «Tiens, ouais, c'est vrai». Et il y a des gens, je leur dis: «Tu n'as jamais sauté un repas dans ta vie, tu as jamais eu faim, en fait». Ah ouais, c'est vrai. Tu as jamais senti la satiété, la juste limite.
Ah ben non, parce que j'ai fini mon assiette, j'ai déjà senti, mais j'ai été plus loin parce que, bah, tu vois bien, il faut finir, c'est mal poli. Ah oui, on est encore dans la convenance sociale ou familiale ou culturelle. En oubliant que cet excès-là, bah, ça finira en déchet, puisque c'est trop. On va le mettre aux toilettes ou on va le mettre en excès au niveau, cellulaire. Et donc c'est pas de se dire: «Je vais être parfait, maintenant je vais manger juste mes besoins au micron, juste pour mes petites cellules». C'est pas ça. C'est de dire: «Au moins, dans quel type d'alimentation suis-je? Est-ce que je suis dans la nutrition? Est-ce que je suis dans la compensation? Est-ce que je suis dans le réflexe? Est-ce que je suis dans la conscience?» Et le but, c'est pas d'être à 100 ou à 0. C'est de se dire: «Où est-ce que je suis et qu'est-ce que cette alimentation représente là pour moi?» Et ça, c'est une question qui est pas vraiment agréable. Mais il y a pas à se dire: «Je suis bon ou mauvais». C'est pas ça le truc. Dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en plus et qui va occuper plus d'espace et qui va me satisfaire aussi?» On parlait ce matin que lorsqu'on est happé par une activité qui nous passionne, on oublie de manger. Donc on est nourri de notre essentiel à nous, qui est différent de celui du voisin. Et ben ça, c'est génial. Et donc quand on est bien, alors il y a des gens qui disent: «Ah ben moi quand je suis amoureux, je mange moins». Bon, les gens vont dire: «Elle m'a quitté, je mange plus». Bon, donc il y a bien un lien avec l'émotion et le rapport à la bouffe. Il y en a qui vont décompenser aussi. «Elle est tout léger, je suis amoureux, j'ai envie de manger». Eh ben, parce qu'il est nourri d'autre chose, l'amoureux. Il est rempli. Et qu'est-ce qui fait vibrer, les gens, nous tous, les humains? Le sentiment de paix et ce qui nous fait vibrer. Donc quelque chose qui nous met en lien avec l'amour avec un grand A, mais c'est un amour universel. Comme je dis, vous contemplez la nature, il y a des gens, ils se remplissent de ça, ou écouter une musique et puis vibrer avec cette musique, regarder un tableau et vibrer avec ses couleurs. Et ça nous remplit profondément. Et là, on est sur notre essentiel à nous et on n'a pas besoin d'aller le chercher dans la distraction calorique. Mais on est englué là-dedans. Je l'ai dit, hein, depuis tout petit, le circuit de la récompense avec le sucre. T'es triste, hop, tiens mon kiki, tatouille un morceau de sucre blanc, ça va aller. Quand on fête un événement heureux, on met du sucre. C'est l'anniversaire de Jean-Pierre, on met du sucre. C'est le départ en retraite de Josiane, on met du sucre. C'est l'anniversaire du petit, on met du sucre. On fait la veillée, on va faire un gâteau, du sucre. Oh, bah, disons que tous les événements, puis après ça nous fait des madeleines de Proust, sucrées, hein. On se rappelle que quand j'étais petit, qu'on allait chez Tante Huguette, on mangeait le kouign-amann, tu sais, parce qu'elle était en Bretagne. Donc on fait du kouign-amann pour se rappeler Tante Huguette, à qui on associe le goût sucré à l'événement. Donc pour rappeler l'événement, le vécu de cet événement, bah, on va aller chercher le kouign-amann au beurre et au sucre. Alors que si on partageait la même chose sans l'élément, on viendrait recontacter plus en profondeur ce qui nous a fait vibrer. Et les bons événements qu'on passe avec les amis, souvent c'est partagé avec la nourriture. Donc on veut refédérer, recréer cet événement-là en appelant la nourriture, en oubliant que c'était le contexte qui a créé ce ressenti. C'est la teneur des discussions, c'est la joie de se retrouver, plus que la merguez ou le verre de rosé tiède. Et les gâteaux apéro. Donc là, l'invitation que je peux vous faire, c'est déjà d'observer, pas de juger, pas de jugement. C'est de dire, tiens, je vais regarder en fait sur une semaine type. J'observe, je juge pas, je modifie pas. On n'est pas une semaine près quand on a déjà fait 45 000 repas. On n'est pas à 30 près. Je regarde, c'est quoi mon point de satiété? Est-ce que j'ai faim quand je me mets à table? De quoi ai-je faim? Vers quoi je vais spontanément? Si c'est un réflexe, bah en fait, je me rends compte que je mange comme mes parents mangeaient. Et quasiment les mêmes repas. Bon, déjà ça. Est-ce que j'atteins le point de satiété? Quel point je m'arrête? Et quand je vais aller vers mes petits grignotages, c'est quoi qui déclenche l'envie de grignotage? C'est le réflexe ou alors il y a une petite contrariété ou justement une petite joie? Ah, je suis accompagné de cette joie, d'une petite poussée là, euphorisante par le sucre.
Ce soir, on va regarder Sugarland. Et il y a un autre reportage sur le sucre, sur Arte, qui explique clairement qu'un groupe test de rats, on le voit, hein, des chercheurs, ils ont mis des rats addicts à la cocaïne dans des pipettes, ils leur ont mis du sucre. Puis ils ont le choix entre les deux pipettes. Ben, ils vont vers le sucre. Je dis souvent ça aux gens que je conseille, et personne n'est plus fort que le sucre. C'est pas possible. Ça ne se dompte pas, le sucre. Parce que ça vient taper sur des zones très particulières. Et vous le verrez, vous, dans la reprise alimentaire, si vous jouez avec le sucre, bah, on en a eu les exemples, il y en a qu'au partagé. Puis, hop. Donc l'essentiel, c'est de se poser la bonne question, puis de se positionner au niveau de l'émotion, parce que nous sommes des êtres subtils, émotionnels. Donc si on n'investit pas ces champs-là, ça va être dur de maîtriser notre alimentation, qui, elle, est pilotée aussi par cet émotionnel. Donc on peut avoir une très bonne connaissance en diététique, sur les aliments, sur la nutrition, savoir comment fonctionne une cellule, connaître les macronutriments, les micronutriments, la chronobiologie, le système digestif, les organes, c'est très bien. Mais si on ne sait pas que tout ça c'est relié en arborescence sur notre état émotionnel, ben on ne fera pas grand-chose. On contactera des limites et on rebasculera dans des circuits, pas de la récompense, mais de la culpabilité. De toute façon, je suis nul. On voit pas le carré chocolat, on voit la tablette. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Quitte à être nul, autant pas être demi-nul, on fera nul. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste se poser la bonne question et me dire: ah ouais, tiens, j'ai encore un blocage, j'ai encore une limitation. Je croyais que. Ah ouais, il y a cet outil-là de compensation. Bah, je vais aller regarder, je vais aller creuser un peu plus et je vais remplir cet espace-là en moi d'autres choses, subtilement. Et là, ma suralimentation, mon grignotage va prendre moins d'espace. Je vais me nourrir de mes essentiels à moi.